Et oui, c'est parti pour la deuxième partie de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation, les technologies, l'innovation. On parle ici très régulièrement de biomimétisme. Aujourd'hui, c'est Clément Norodom, pilote projet chez Bioxégie, qui va nous éclairer sur cette science qui nous permet d'avoir de nouvelles inspirations technologiques. Je précise que sont restés avec moi en plateau Philippe Rodriguez, dirigeant chez Avolta, et Pierre-Alexis Devauplane, partenaire chez Ring Capital. Messieurs, je ne sais pas si vous maîtrisez tous les contours du biomimétisme, mais Clément va nous éclairer. Aujourd'hui, on va parler de robots Miu Mu bio-inspirés. Pas facile à dire. Merci Delphine. Alors effectivement, déjà le biomimétisme, pour rappel, c'est le fait de s'inspirer du vivant, donc de l'ingéniosité des mécanismes, des fonctions, des propriétés des êtres vivants, les animaux, les plantes, même les virus, les bactéries, pourquoi pas, pour innover. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à ce qu'on appelle la robotique molle. La robotique molle, c'est un nom qui est un petit peu rigolo, qui désigne en fait tous ces robots souples, déformables, mous justement, par opposition à la robotique plus classique, c'est-à-dire des structures rigides, articulées entre elles. Quelle est l'origine de cette robotique molle ? Cette robotique molle, elle se développe depuis quelques années, les années 2010 environ, même si bien sûr le concept existe depuis plus longtemps que ça. C'est surtout quelque chose qui a mis un peu de temps à se développer, parce que c'est plus complexe de concevoir, de prédire les déformations d'une structure molle, justement, mais ça a certains avantages. Par exemple, si je prends un exemple tout bête, qui est celui d'un robot qui viendrait attraper un objet sur une ligne de production. Voilà, on a un tapis roulant qui arrive avec un objet dont on connaît bien la forme. C'est assez facile de concevoir une pince ou un attrapeur qui a la bonne forme et qui va se placer comme il faut, parce que tout est bien connu, l'environnement est maîtrisé. C'est comme ça d'ailleurs que les robots sont représentés dans notre imaginaire. Exactement, on voit très bien l'image d'une chaîne de production d'automobiles par exemple. Alors qu'en fait le problème c'est que sur des cas plus de la vie réelle, en fait, avec des objets qui vont être plus indéterminés, plus quelconques, à des endroits pas forcément exactement ce qu'on souhaite, c'est plus compliqué d'imaginer une pince qui soit multifonction, surtout si elle est rigide. Imaginez, on cherche à attraper un objet rond, une tomate, avec des baguettes chinoises, ça va être très compliqué. Alors qu'à l'inverse, si on a un robot qui est souple, qui est par exemple voilà, comme on voit sur l'image ici, des doigts souples qu'on va venir gonfler, mettre sous pression, ils vont naturellement s'adapter aux imperfections, aux irrégularités de la tomate, et donc on va pouvoir la saisir sans risquer de la broyer et sans risquer qu'elle glisse. Donc c'est ça un des avantages par exemple de ces robots mous. Et alors, quelles sont les applications? Dans quel secteur aujourd'hui on utilise beaucoup la robotique molle? Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de secteur dans lequel on utilise beaucoup, c'est encore en développement, mais c'est assez prometteur pour des secteurs comme le biomédical par exemple, pour aller des petits robots mous qui vont être déformables, qui vont pouvoir écarter ou agir sur le corps humain sans risquer de trop l'abîmer. Dans la chirurgie ? Par exemple, ou même des petits robots mous qui seraient capables d'être dans le corps, de se déplacer, des choses comme ça qu'on pourrait envisager. Bien sûr, comme je le disais, des systèmes d'attrapeurs pour tout type d'usage, notamment dans l'industrie spatiale, pour la capture de débris spatiaux, de satellites en fin de vie, ce genre de choses. C'est une problématique qui se développe beaucoup. Et ces robots mous, justement, c'est très intéressant le biomimétisme de le considérer, puisque quand on pense à des robots qui se déforment, à des robots souples, on pense évidemment à la trompe de l'éléphant, aux tentacules des pieuvres, aux mains avec notre pouce opposable et des doigts très articulés. On se rend bien compte que la nature est très efficace pour ce type de structure. Le robot dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un robot qui s'inspire de deux espèces vivantes. D'une part, les dionnées attrape-mouches et d'autre part, les araignées sauteuses. Ah, les dionnées attrape-mouches, qu'est-ce que c'est? Alors, la dionnée attrape-mouche, c'est un nom qu'on n'entend pas souvent, mais en fait, c'est une plante qu'on connaît tous très bien. C'est la plante carnivore la plus emblématique de toutes, avec ses fameuses mâchoires, ses feuilles qui se referment sur ses proies, sur ses insectes qu'elle va manger. Pourquoi elle est intéressante ici? C'est parce qu'il y a deux choses qui nous intéressent. D'une part, elle est capable de détecter l'insecte, forcément, avec des poils qui sont sur sa feuille, et quand l'insecte est là, au contact, ça va déclencher un signal, et donc c'est ça qui déclenche le piège, finalement. Et surtout, le mécanisme avec lequel le piège se referme est très intéressant. Il faut imaginer que cette plante doit se refermer très vite, il faut attraper une mouche, on sait bien que c'est pas évident, donc il faut être très rapide. Pourtant, la plante n'a pas de muscles. Comment elle fait? En fait, la feuille, elle est déjà sous tension, avec une forme d'élasticité, comme une arbalète, si on veut. C'est-à-dire c'est compliqué à les charger, mais une fois que c'est chargé, on bloque la corde et il suffit de déclencher le piège ensuite d'un seul coup. Et là, le rappel élastique fait le travail. Donc ça, c'est très intéressant dans le cas d'un robot dans lequel on va pouvoir attraper rapidement un objet sans avoir à injecter de l'énergie d'un seul coup. Ensuite, il y avait également, donc je vous ai dit, les araignées sauteuses. Oui. Les araignées sauteuses, c'est une famille d'araignées, il y a plus de 6500 espèces.
Ce qui est intéressant avec ces araignées-là, c'est qu'elles ne vont pas faire de toile pour chasser leur proie comme on a l'habitude. Au contraire, elles vont se mettre un peu en hauteur et elles vont sauter sur leur proie puis courir après. Et donc pour ça, elles doivent avoir un mécanisme de saut. Comment elles font ? Il faut imaginer qu'elles ont une poche au niveau de leur articulation dans les pattes, une poche qu'elles vont pouvoir remplir d'hémolymphe, l'équivalent du sang chez ces araignées-là. Et ça va, quand elle va se remplir, par pression, ça va simplement déplier la patte. C'est ça qui va faire le mouvement. Et finalement, c'est comme ça qu'elle se propulse et qu'elle peut sauter. Tout ça, ça nous intéresse en fait dans le cas du robot qui a été développé par des chercheurs chinois en 2021. Ce robot-là, donc c'est une sorte de pince, si je puis dire, avec plusieurs parties, donc des espèces de phalanges qui sont sous tension avec un système élastique. Et au contact d'un objet, ce mécanisme va se déclencher et le robot va se fermer. Donc ça nous permet d'attraper un objet dès qu'on le sent au contact très rapidement. Donc tout ce qui est ça, c'est inspiré de la Dionée. Ensuite, quand on veut réarmer le piège, rouvrir la pince, il suffit d'injecter de l'air, par exemple, ou un autre fluide, dans ces poches qui sont inspirées des araignées sauteuses pour réouvrir le mécanisme et on est prêt à repartir pour un tour. Magique. Donc, ce type de robot, c'est exactement ce qui nous intéresse pour capturer des systèmes rapidement. Typiquement, dans l'industrie spatiale, dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une possibilité. Vous avez compris ce que c'était le biomimétisme là ? Beaucoup mieux. C'est très clair. Et alors, quelles sont aujourd'hui nos limites dans la robotique molle ? Est-ce qu'on sait tout faire ? Parce qu'effectivement, ça semble beaucoup plus complexe de mimer, de copier des mouvements fluides que des mouvements très articulés. Effectivement, le fait d'être complètement multifonction et de pouvoir se déformer dans toutes les directions, c'est encore très complexe, surtout si derrière on rajoute des problématiques industrielles de fiabilité, de durabilité, de tenue dans le temps. Il y a des choses qui sont en cours de développement, bien sûr. Je pense notamment à un papier qui est sorti il y a quelques années maintenant sur un système d'actionneurs un peu multidirectionnel inspiré de la trompe de l'éléphant, cette fois-ci, où l'idée c'est de déporter les moteurs pour pouvoir avoir ce système-là, mais de manière compacte. Mais c'est pas du tout industrialisé aujourd'hui encore. Hein. Oui. Donc là, on est pratiquement dans la deep tech. Hein. Ça demande d'être bien suivi par les investisseurs. C'est clair. Ouais. Vous vouliez dire quelque chose, Philippe ? Oui, non, mais j'avais une question concernant en fait les compétences qui étaient nécessaires pour mettre en œuvre en fait ces innovations. J'imagine en fait que vous devez travailler à la fois avec des gens qui connaissent la science du vivant et puis en même temps des sciences plus dures. Des biologistes, des ingénieurs. Et quelle est la diversité en fait des talents que vous avez dans vos entreprises qui innovent sur ce sujet ? Alors chez Bioxégie, justement, on a des profils qui sont des ingénieurs généralistes pour la grande majorité des équipes, tout simplement puisqu'en fait le lien entre la biologie et l'industrie, il se fait par la physique, si je puis dire. Voilà, quand on a une problématique industrielle, la résistance, du lightweight design, de la thermorégulation, peu importe, et ben c'est des problématiques qui se posent aussi dans le vivant, mais évidemment c'est rarement direct. On a rarement un système dans le vivant qui répond pile aux problèmes qu'on a d'un point de vue industriel. Et donc finalement ce savoir-faire de comprendre déjà le problème industriel, de comprendre les sous-jacents techniques et de comprendre surtout comment le vivant peut aller inspirer des solutions intelligentes pour répondre à ces problèmes techniques, ça c'est ce travail d'ingénieur justement, donc c'est des ingénieurs généralistes pour la plupart. Bien sûr on a aussi des profils qui sont plus spécialisés dans le vivant pour les études un peu plus préliminaires là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous on se base beaucoup sur la recherche scientifique qui est en cours et c'est plutôt les chercheurs qui partent de la biologie fondamentale et qui justement comprennent ces mécanismes biologiques de départ. Pierre-Alexis, une question ? Oui, il y a un exemple de biomimétisme qui est passé à l'art industriel dans l'exemple quotidien. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ouais. En fait, le biomimétisme, en tant que démarche d'innovation, est un peu théorisé, si je puis dire. Ça date des années 90 avec Janine Bénus. Mais en réalité, on pourrait remonter jusqu'à Léonard de Vinci. Plus proche de nous, on pourrait penser aussi au velcro, hein, les scratchs qui sont effectivement bio-inspirés. Le Shinkansen aussi, le TGV japonais. Il y a beaucoup de systèmes, de problématiques qui ont été résolues par des systèmes bio-inspirés ici. Et plus récemment, même dans des startups françaises, on peut penser à Eel Energy qui fait justement des éoliennes ondulantes, si je puis dire, sous la mer. On peut penser à Wavera qui fait des pompes aussi ondulantes. On peut penser à Emarina, Titium, plein de startups en fait qui se lancent dans diverses industries, le médical pour Emarina et Titium. Et plein d'innovations qu'on découvre avec vous, Bioxégie, dans Smartech. Vous pourrez suivre cette chronique régulière comme ça, Pierre-Alexis. Merci beaucoup. Exactement. Merci Clément Norodom d'être venu nous expliquer tout ça. À suivre notre dernière chronique, c'est Où va le web ?